Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Collection Histoire. Il y a quelques semaines, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'avais présenté le livre de Fanny Lavio sur les pirates chinois. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à parcourir ma chaîne et à aller voir la première partie de vidéo. En fait, Fanny Lavio est une Française du 19e siècle qui a décidé un jour de partir à l'aventure, visiter le monde. Et elle est partie aux USA et ensuite elle est partie en Chine. Et lorsqu'elle était en Chine, sur le chemin du retour dans les mers de Chine, lors de son retour en France, elle s'est fait capturer par des pirates chinois. Et donc elle raconte un petit peu son épopée et ses aventures qu'elle a vécues durant son voyage. Comme la présentation de ce livre a déjà été faite, je vais vous parler aujourd'hui des deux autres livres. Alors au départ, je voulais vous présenter les deux autres livres, mais même la présentation de ce livre-là va être un peu longue. Donc par conséquent, je vous présenterai dans une autre vidéo le dernier livre, Kim Ji-young, né en 1982, par Cho Nam-ju. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le livre de Luo Ying, intitulé Le gène du garde rouge. Alors, Liu Ying est un Chinois qui a eu un destin assez hors du commun et assez tumultueux et particulier. Alors, c'est vrai que généralement, on dit ça pour tous les auteurs qui ont écrit enfin, on dit ça assez régulièrement pour les auteurs qui ont écrit des livres, mais pour lui, c'est vraiment le cas, puisqu'il est né, enfin, il a connu ce que l'on appelle la révolution culturelle. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la révolution culturelle, on va faire un peu d'histoire. Euh, Quelque temps avant la colonisation japonaise, il y a eu une scission en Chine entre deux catégories de population. D'un côté, les nationalistes de Chiang Kai-shek et de l'autre côté, les communistes. Ils sont entrés en guerre, donc il y a eu une guerre civile entre ces deux parties de population chinoise. Lors de la colonisation japonaise, la guerre civile s'est arrêtée pour que tous les Chinois fassent front commun envers le Japon pour garder leur indépendance. Et quand le Japon a été vaincu en 1945, la guerre entre les nationalistes et les communistes a repris. Et c'est les communistes qui ont remporté la victoire et qui ont mis la mainmise sur le pays. Et parmi les communistes, il y a eu ce que l'on appelle un communiste en particulier qui s'appelle Mao Zedong et qui a initié la révolution culturelle. C'est-à-dire que durant 1966 à 1976, Mao s'est imposé comme leader de la Chine communiste. Et donc, en fait, il va y avoir des persécutions, des meurtres, des emprisonnements envers des membres de la population chinoise. Et justement, Liu Ying a vécu cette révolution culturelle. Par exemple, dans la première partie de son livre, il nous parle un peu de sa famille, il nous explique que par exemple son père était un membre communiste qui était fidèle à Mao, mais un jour, alors qu'il était à son travail, des gardes viennent dans son bureau et décident finalement de l'arrêter. Et à cette époque-là, vous pouviez être arrêté par simple suspicion ou juste parce que vous aviez eu des idées un peu déviantes euh, concernant l'idéologie communiste. Et donc vous pouviez vous retrouver en camp de concentration sans être jugé. Et c'est ce qui s'est passé pour le père de Liu Ying. Il explique que son père a été mis dans un camp de concentration et il nous explique aussi que c'est lors de sa détention que son père est mort de maladie. Alors Liu Ying nous explique que son père est mort de maladie, mais la traductrice elle nous explique qu'en fait son père n'est pas mort de maladie, il s'est suicidé. Ensuite, il nous présente les autres membres de sa famille. Il nous explique par exemple qu'il a un grand frère et qu'il garde de bons souvenirs avec lui parce que son grand frère avait travaillé dans le cinéma et il avait pu ramener des BD. Et c'est comme ça qu'en fait Liu Ying a développé le goût pour la lecture, pour l'écriture. Et c'est comme ça qu'il est devenu écrivain. Parce que Liu Ying, de son vrai nom, Nuang Nubo, en fait, a décidé de devenir écrivain parce que justement il a eu le goût de cette lecture à travers les BD que lui a ramené son frère étant petit. Et d'ailleurs, il expliquera aussi que comme il était considéré comme un traître révolutionnaire, lui et sa famille, du fait que son père avait été envoyé en camp, il dira que finalement la lecture était un moyen de refuge pour lui. Après, il nous présente par exemple sa sœur en lui disant qu'elle était un peu langue de vipère, mais que finalement c'est le fait qu'elle a eu beaucoup de caractère, ça lui a permis de ne pas se laisser marcher sur les pieds et de pouvoir justement s'affirmer
et de justement d'échapper finalement au massacre de la révolution culturelle, parce qu'il dit que finalement elle avait beaucoup de caractère, elle faisait un peu peur, et finalement les gens n'osaient pas trop s'en prendre à elle, parce qu'il expliquait que durant la révolution culturelle, ce qu'on appelle les gardes rouges ne forment pas un front uni, mais forment plusieurs petites bandes, et parfois il arrive même que des gardes rouges se battent entre eux. Et finalement, il expliquera que sa sœur, grâce à son caractère, réussira finalement à rester en vie. D'ailleurs, il explique qu'il a quand même gardé de bons rapports avec sa sœur, car il dira que quand il était à l'université, sa sœur lui enverra fréquemment de l'argent. C'était pas une grosse somme, mais ça lui permettait de vivre un peu plus décemment. Ensuite, il nous explique qu'il avait un deuxième frère, et c'est Luo Ying d'ailleurs qui est le plus jeune de la famille. Et un événement marquant et assez amusant de Liu Ying, il nous raconte que par exemple lorsqu'il était petit, sa mère n'avait plus suffisamment d'argent pour le nourrir, et donc elle avait à un moment pensé à l'abandonner. Et c'est grâce justement à sa grande sœur que sa mère a changé d'avis et a décidé de ne pas l'abandonner. Finalement, et justement, quand Peter Liu Ying nous raconte la vie de sa mère, il nous dira qu'en fait, la vie pour elle n'était pas facile, parce que finalement, elle se retrouvera seule à travailler dans les champs pour la collectivité, et que finalement elle aura un salaire médiocre, et finalement ça ne sera pas facile pour elle. Et il explique aussi que sa mère, par rapport à ça, le fait qu'elle avait vécu un peu dans la souffrance, parce que du fait qu'elle était la femme d'un révolutionnaire, elle était souvent méprisée, souvent insultée, et finalement il dira que c'était une femme assez acariâtre en règle générale. Il lui arrivait souvent par exemple de battre son fils parce qu'il avait volé de la nourriture, parce qu'il n'arrivait pas suffisamment à manger à sa faim, ou parce qu'alors il était insulté par les autres enfants, donc il décidait de se battre pour se venger. Et du coup, sa mère le punissait très strictement et très sévèrement. Mais il dira de sa mère que parfois il lui arrivait quand même d'avoir des bons côtés, quand elle lui achetait par exemple des gâteaux de riz, alors ça se dit mungo je crois en chinois, ou que ça lui arrivait également de prendre son fils dans ses bras. Alors, Liu Ying décrit finalement la révolution culturelle comme étant comment dire, des années de malheur, parce qu'il dira que finalement, comme il était considéré comme un fils de traître, la vie pour lui n'était pas facile. Il a toujours essayé de montrer qu'il était fidèle à Mao pour essayer justement de gommer cette mauvaise image que lui et sa famille avaient de faire partie d'une famille de traîtres. Mais il dira que finalement, une fois que vous êtes considéré comme traître, c'est un gène que finalement vous n'arriverez pas, dont vous n'arriverez jamais à vous débarrasser. Et finalement, il garde une certaine amertume, parce qu'il dit que finalement, il a toujours tout fait pour essayer justement d'être intégré comme étant un membre fidèle du parti. Par exemple, pour les jeunes garçons, ils avaient généralement un foulard rouge autour du cou. Et il dira que finalement, lui n'a jamais pu l'avoir parce que c'était un signe distinctif, montrant qu'en fait, on faisait partie des fidèles du parti, donc des gens les plus fidèles à Mao, à ses idées. Et finalement, il se voit un peu comme une victime de cette révolution culturelle, mais il dit qu'il n'a pas été à la fois seulement une victime, il dit qu'il a aussi été un complice, parce qu'il a lui-même participé justement à des exactions, à s'en prendre par exemple à ceux qui avaient des idées contre-révolutionnaires, à ceux qui étaient de droite bourgeoise, parce qu'ils ont finalement une vision assez libérale, et les communistes ont une vision assez nationaliste. Il expliquera également qu'il s'en était pris à des propriétaires fonciers, parce que les gardes rouges se déplacent souvent en bande, et en fait, généralement, ils allaient dans les campagnes et ils s'en prenaient physiquement et verbalement à des propriétaires fonciers. Et il expliquera par exemple que, après s'en être pris à un vieux propriétaire foncier, le lendemain, ce propriétaire foncier va mourir des suites de ses blessures. Donc il a été aussi, bourreau, complice et victime à la fois. Et donc il expliquait même que les gardes rouges en fait pouvaient même parfois se montrer fanatiques, et certains pouvaient au nom de Mao perpétrer des meurtres. Et en fait il expliquera que parmi les gardes rouges, certains en fait vont adhérer aux idées de Mao soit par réel fanatisme ou soit également par crainte, parce que si finalement vous êtes considéré comme étant un traître, finalement vous risquez d'être exécuté. Il explique aussi par exemple qu'il a assisté à des exécutions publiques. Une fois il a expliqué qu'il se battait régulièrement avec les jeunes enfants pour essayer d'avoir la première place lors d'une exécution, d'être au premier rang pour justement voir le massacre des exécutions. Il expliquait qu'une fois,
une personne avait reçu une balle dans la tête et finalement il avait été éclaboussé de la cervelle de la personne qui avait été exécutée. Il avait reçu des bouts de cervelle sur lui. Et, et du coup, il explique également que malgré toutes ces exactions, il y avait quand même des personnes qui étaient assez bienveillantes à son égard. Il dira que, par exemple, certains professeurs l'humiliaient parce qu'il était considéré comme le fils d'un traître, mais à l'inverse, il y avait aussi des professeurs qui reconnaissaient son talent, qui reconnaissaient qu'il avait quand même une forme d'intelligence, et effectivement, puisqu'il réussira à devenir écrivain et à devenir homme d'affaires. Donc c'est la preuve qu'il n'est pas complètement stupide. Et il dira que finalement, il a quand même vécu des bons moments, même si dans sa globalité, il souffrait généralement de la faim, ce qui l'obligeait à voler. Et parfois, il était réprimandé, parfois, il était battu, parfois, il se battait pour essayer de défendre son honneur avec d'autres personnes issues de la révolution culturelle. Et bien souvent, ça lui est arrivé de perdre ou bien d'être puni par sa mère. Et finalement, il a toujours vécu en étant considéré comme un traître. Et il expliquait justement que le but de ces gardes rouges, c'était de détruire tout ce qui représentait les anciennes coutumes, les anciennes traditions, durant l'époque justement des souverains. Parce qu'avant, il y avait eu avant justement la période de Mao, il y avait eu ce qu'on appelle la période comment on appelait ça? Alors, il faut que je me souvienne du nom, des seigneurs de guerre. Et avant les seigneurs de guerre, il y avait eu ce que l'on appelait la dynastie Qing. Et durant cette dynastie, il y avait certaines coutumes à respecter. Et en fait, le but de la révolution culturelle, c'était de mettre fin à toutes ces coutumes. Par exemple, il y a une coutume que vous connaissez certainement, c'est celle des pieds bandés, où on bandait les pieds de jeunes filles pour qu'elles gardent des petits pieds, mais finalement, ça leur provoquait une infirmité. Donc, bon, c'est vrai que quelque part, au niveau politique, la révolution culturelle n'a pas eu que des mauvais côtés, mais globalement, beaucoup d'innocents se sont fait tuer ou soit sont morts de faim. Et finalement, il expliquera que même après la mort de Mao, finalement, il y avait eu une telle tension, une telle crainte que finalement, beaucoup de Chinois se méfiaient les uns des autres. Et en fait, il expliquera qu'après la mort de Mao, finalement, les Chinois continueront de se comporter à la fois comme des voyous et comme des caïds. Et les Chinois restèrent méfiants envers tout le monde. Et certains sont restés fidèles et nostalgiques forcément aux idées de Mao. Et l'auteur va dénoncer la révolution culturelle comme ayant fait perdre à la nation chinoise ses valeurs, sa morale, et comme étant quelque chose qui à la fois encourageait la décadence. Et il expliquera qu'en fait, par lâcheté, même encore aujourd'hui, les Chinois préfèrent feindre d'oublier justement cette partie de leur histoire parce que cela leur permet de ne pas rouvrir de vieilles plaies pour mieux leur permettre d'aller de l'avant. Mais finalement, l'auteur voit ça comme un signe de lâcheté parce qu'il dit que finalement, c'est en essayant d'oublier les erreurs du passé qu'on risque dans un futur proche de les reproduire. Donc je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on a déjà fait pas mal on a passé déjà pas mal de temps sur cette vidéo. Par contre, je vous montre le résumé du livre si vous voulez le lire. Alors, je devais aussi vous présenter un autre livre, mais je pense qu'on va s'arrêter là et que le dernier livre, Kim Ji-woon, né en 1982, je vous le présenterai dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être, je l'espère en tout cas, donné envie de lire le livre. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt.